Bonjour, je m'appelle Armelle Vinceneux, je suis oncologue médicale au Centre Léon Bérard à Lyon. J'ai plusieurs casquettes au centre. Je partage mon temps entre traiter des patients suivis pour un cancer urologique et je fais également partie de l'équipe qui s'occupe des essais de phase précoce et je participe à la RCP moléculaire tous les mercredis. Alors, en onco-uro, je vais me focaliser sur le type le plus fréquent qui est le cancer de prostate, où il y a vraiment un intérêt, on va le voir, recommandé notamment chez les patients métastatiques à faire un testing moléculaire. Également les cancers de vessie, où il y a aussi une ouverture sur certaines thérapies ciblées liées à des altérations moléculaires. Et puis, je parlerai un tout petit peu du cancer du rein, parce que c'est mon dada, mais pour lequel il n'y a pas encore de recommandation. Et malheureusement, pour le cancer du testicule, on reste sur le domaine de la recherche pour les analyses moléculaires. Alors, je vais me focaliser aussi sur la France. C'est vrai qu'il y a des choses un peu différentes et les recommandations, il y en a plein entre les recommandations américaines, les recommandations des sociétés d'urologie, d'oncologie ou de France, ce qui est accessible. Tous les experts sont d'accord pour dire que chez un patient métastatique avec un cancer de prostate, quel que soit finalement, je dirais, son profil en l'absence d'antécédents familiaux, il y a un intérêt à rechercher les anomalies des gènes de réparation de l'ADN, au moins BRCA1 et BRCA2 qui sont vraiment les plus fréquentes et qui en plus ouvrent à un traitement qui est en tout cas l'AMM en France, qui est l'olaparib. En tant que oncologue, on se doit d'essayer de le proposer à tous les patients métastatiques d'emblée. Il y a des discussions et dans certains pays de faire certaines analyses dans les stades localisés, notamment pour essayer d'orienter le risque de rechute. C'est pas recommandé actuellement en France. Par contre, ce qui est recommandé, c'est quand il y a des antécédents familiaux, donc ou un âge très précoce de survenue. Là, il y a un intérêt d'adresser en oncogénétique finalement. Donc, c'est pas tout à fait le même circuit que nous en génétique tumorale. Donc, en dehors des essais cliniques, actuellement, on peut le donner chez des patients donc métastatiques et qui ont reçu au moins une nouvelle hormonothérapie. Donc c'est assez large. Après, il y a eu récemment pas mal d'évolutions avec un accès aux inhibiteurs de PARP chez les patients métastatiques en association à l'hormonothérapie, un peu tout venant. Nous, en tout cas dans l'équipe, on recommande dans tous les cas, quel soit ce qu'on veut faire comme stratégie, d'aller chercher ces anomalies. Elles sont assez précoces dans l'histoire de la maladie, donc il y a vraiment un intérêt chez le métastatique, d'emblée ou secondairement métastatique, d'aller dès le début aller rechercher ces anomalies. Tous les gènes des anomalies de réparation de l'ADN, c'est, je dirais, 20% à peu près. La problématique qu'on a en prostate, il y en a deux. La première, c'est que on a parfois des échantillons anciens et du coup on a du mal à faire les analyses quel que soit le circuit. Donc il y a dans ce cas-là une possibilité de réaliser en circulant maintenant pour ces patients-là. Voilà, donc on a un taux d'échec quand on fait en tumoral qui peut être élevé parce que les biopsies prostatiques elles sont anciennes, il y a une cellularité qui est moins importante. Donc je dirais qu'il ne faut pas s'arrêter en tout cas à un échec. Dans toutes les études et dans notre pratique, quand on fait sur du tumoral, on était aux alentours de 30% d'échecs d'analyse. Donc c'est pas que le résultat est négatif, c'est qu'en plus en fait on n'a pas pu conclure. Donc vraiment le message en prostate c'est pas si fréquent mais il faut les rechercher et si on a eu un échec par une technique, il faut se le garder en tête et peut-être le refaire à un autre moment. En dehors de BRCA1 et surtout BRCA2 qui sont les plus fréquents dans les anomalies des gènes de réparation de l'ADN, il y a aussi d'autres comme notamment ATM qui a une sensibilité qui est moindre aux inhibiteurs de PARP. Dans les études qui ont amené à l'avènement des PARP dans la prostate, il y avait plein d'autres sortes de gènes. Ils sont pas couverts par actuellement l'AMM pour l'olaparib. Il y a probablement une sensibilité qui est moins bonne, mais ça reste des petits effectifs dans les études. Donc oui, il y a des études cliniques qui arrivent, par exemple pour les doubles mutés ATM, pour d'autres choses aussi, pour CDK12, qui est aussi une altération un peu particulière qui a été mise dans le même panel que les anomalies des gènes de réparation de l'ADN, mais qui en fait est probablement un peu différente.
Il y a peut-être des sensibilités à l'immunothérapie, donc il y a un intérêt. Si on doit faire le minimum, c'est BRCA1/2, mais pour moi, il y a quand même un intérêt. Après, il y a des mutations qui sont, je dirais, un peu plus sur le plan intellectuel, TP53, RB1, qui vont être plutôt des facteurs de mauvais pronostic, comme PTEN et les altérations de la voie mTOR, mais on n'a pas de thérapeutique actuelle là-dessus, si ce n'est un facteur de mauvais pronostic. Et enfin, l'autre grande famille, c'est les anomalies du récepteur aux androgènes. Donc là, il peut y avoir des amplifications, mais aussi des mutations ponctuelles et qui peuvent amener à des résistances à certaines nouvelles hormonaux et pas d'autres. Et ça, c'est pas encore en routine, c'est fait dans le cadre d'essais, mais probablement ça va être de plus en plus et on va le regarder, ouais. En vessie, il y a un petit peu moins de recommandations consensuelles. Nous, au centre, on teste tous nos cancers de vessie métastatiques à la recherche des anomalies du gène FGFR et essentiellement FGFR3. C'est 10 à 20% selon les séries des cancers urothéliaux de vessie et on peut monter jusqu'à 30%, dans certaines séries 40%, dans les voies excrétrices. Donc c'est une maladie de l'urothélium, mais dans les cavités piélo-caliciales. Donc là, c'est plus fréquent. Et c'est intéressant parce qu'en plus, c'est des maladies qui sont plutôt chimio-réfractaires et immuno peu sensibles. Nous, on le fait en routine pour tous nos patients métastatiques. On fait un panel NGS qui est ciblé dessus. Et ça, c'est important parce que ça amène à un traitement anti-FGFR. Donc, on a actuellement en France l'accès précoce à l'erdafitinib en 3e ligne. Et finalement, c'est la seule étude pour l'instant positive versus un bras de traitement standard. On avait beaucoup d'espoir sur l'intérêt des thérapies ciblées de plus en plus tôt. À l'ESMO cette année, on a été un peu déçus de voir que les inhibiteurs de FGFR étaient finalement décevants versus l'immunothérapie en 2e ligne. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est intéressant parce que c'est une anomalie qui arrive très tôt et en fait, elle est plus fréquente dans les maladies moins invasive en fait. C'est un mode de progression un peu particulier. Donc en fait, en proportion, il y a beaucoup plus de vessies localisées ou même non invasives qui ont des mutations de FGFR3 que des vessies métastatiques. Mais je pense qu'il faut tester tout le monde. Pareil au diagnostic métastatique. Et il y a des essais, il y a même des essais encore plus ciblés pour FGFR3 spécifiquement. Donc je pense que ça a un intérêt. Le reste en moléculaire, en vessie, il y a certaines autres pistes, il y a d'autres anomalies qui permettent un peu de répartir en sous-groupes, mais il n'y a pas de recommandation de traitement dessus. Et après, c'est à la limite entre le moléculaire. Nous, on teste aussi HER2. Pour l'instant, il n'y a pas de thérapeutique possible en France. Il y a des essais qui ouvrent, qui sont assez difficiles à voir dans la population de cancer de vessie, qui est une population un peu plus fragile. Nous, on teste en immunohistochimie HER2. C'est pas fait en pratique, en tout cas au centre. Avec un petit panel, par exemple, si on inclut les patients dans Profiler, moi j'avais regardé ça, en fonction de certaines anomalies moléculaires, on peut répartir dans les 5 sous-types moléculaires qui ont été décrits avec l'aide de l'équipe de Curie notamment, sur la carte d'identité des tumeurs. Donc c'est en routine, en tout cas, on ne le fait pas actuellement, mais peut-être qu'on devrait. Il y a l'enfortumab vedotin dans les cancers urothéliaux qui cible une anomalie moléculaire qui est la surexpression de la nectine 4. Est-ce qu'on recommande ou pas cette analyse et quelle porte ça peut ouvrir ? Actuellement, c'est pas recommandé et je pense que comme bientôt le traitement par enfortumab vedotin va être proposé dès la première ligne associée à l'immunothérapie. En tout cas, on ne nous a pas présenté les données d'expression, donc c'est surexprimé dans quand même une majorité des cancers urothéliaux. Il n'y a pas non plus de prédiction forcément de la toxicité, c'est pas si bien relié à l'efficacité, donc en tout cas, c'est pas recommandé en pratique. Peut-être que ça pourra avoir un intérêt en cas de progression ou se poser la question, mais c'est pas recommandé en routine. Après, les anomalies moléculaires, les mutations et autres ne captent pas finalement tout ce qui se passe au niveau expression, et ça c'est aussi un pan intéressant dans les cancers urothéliaux et par exemple dans le rein. Voilà, je pense qu'il faut
à l'avenir, il ne faudra pas se cantonner à des mutations seulement en fait. La majorité des cancers du rein ont une anomalie de VHL. Donc VHL, il tient son nom de la maladie de von Hippel-Lindau, qui va jouer sur le IF, ce qu'on appelle IF. C'est une anomalie qui est aussi présente dans les cancers du rein héréditaires qui sont associés à d'autres maladies, des néovaisseaux, hein, donc avec des tumeurs aussi, des hémangioblastomes, etc. Donc c'est aussi partagé par les cancers du rein qu'on appelle sporadiques. C'est un événement très précoce et voilà, très commun. Le cancer du rein, il y a moins d'événements secondaires, il y a des choses qui sont décrites, hein, et des évolutions dans les métastases un peu différentes. Il y a des mutations comme celle de PBRM1, donc pas mal de mutations sur les voies de l'épigénétique. Hein. Pour l'instant, elles sont décrites comme pouvant lier la réponse au traitement sans qu'il y ait de traitement ciblé ou de modification de notre prise en charge en fonction de ça. Pour les patients qui sont atteints de maladie de von Hippel-Lindau, on peut faire une demande d'accès au belzutifan, qui est un traitement qui cible IF et qui est actuellement, par contre, très largement développé dans le cancer du rein, à tous les stades, largement pré-traité en monothérapie, en combinaison et même en adjuvant dans certains protocoles associés à l'immuno. Et dans le rein, moi, je pense que ce qui va être intéressant, c'est plutôt d'essayer de comprendre qui va répondre à l'immuno et qui va répondre aux anti-angiogéniques. On les combine actuellement en première ligne pour la majorité des patients avec probablement pas toujours une synergie autant qu'on voudrait. Et voilà, il y a l'équipe de Beuzelin qui avait proposé 4 sous-types de cancer du rein, mais sur l'expression de gènes inflammatoires liés à l'immunité ou plutôt des gènes côté anti-angiogénique pour les séparer avec des réponses du coup différentes. Et ça, moi, je pense que c'est une voie assez importante pour le cancer du rein pour probablement arriver à mieux choisir la première ligne. Donc là, c'est de l'expression. Ça a été fait par d'autres équipes aussi au cours d'essais avec des anti-angiogéniques et de l'immuno, comme celle de Motzer. Et moi, pour le rein, en tout cas, je vois l'avenir plutôt par rapport à ce type d'analyse que du moléculaire pur. Le premier conseil, c'est que moi, dans l'intitulé de toutes mes consultations, donc je redis la maladie et je mets toujours le résultat des analyses moléculaires en fait dans l'intitulé, donc patient avec un cancer de prostate, ISUP5, métastatique osseux, résistant à la castration, sans anomalie de gène de réparation de l'ADN ou avec même si c'est des anomalies qui sont pas forcément ciblables ou s'il y a rien, au moins je sais que je l'ai cherché. Donc premier, c'est tracer et pour pas perdre de vue si ça n'a pas été fait ou si ça doit être fait. Ça, c'est la première chose. Ou pour la prostate, s'il y a eu un échec. Donc tracer que vous avez fait et marquer partout pour pas oublier des patients. Tester en prostate et en vessie tout le monde, tous les métastatiques. Pour les prostates, en tout cas, nous, au Centre Léon Bérard, on fait en somatique en premier. S'il y a un résultat positif ou s'il y a des antécédents familiaux, en parallèle, on fait l'oncogénétique. Mais les résultats sont beaucoup plus rapides en tumoral. S'il y a un essai clinique qui permet de tester, on peut le faire dans l'essai clinique. Sinon, c'est un panel NGS assez ciblé qu'on a et qui est disponible pour tous les établissements, qui est remboursé en partie par la sécurité sociale. Donc prostate, vessie, on fait tout le monde. Prostate avec des métastases osseuses ou un échec, pensez aux circulants dans ces cas-là, pour BRCA1, BRCA2. Et les formes rares, ou les formes où vous ne comprenez pas, et pas hésiter à rebiopsier ou inclure dans des programmes moléculaires plus larges, comme Auragen, qui nécessite pour l'instant du congelé pour les tumeurs urothéliales, ou Profiler, qui se fait sur échantillons conservés en FEPE. Super, c'était super clair. Merci beaucoup Armelle. De rien.